Eh bien bonjour et bienvenue dans Décideurs. Aujourd'hui, j'ai grand plaisir à recevoir Stéphanie Godlibzé. Vous êtes PDG du groupe Dexia. Stéphanie, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Alors, on va parler de votre groupe. Vous éditez des logiciels pour la recherche des gisements de pétrole, en fait. Ça, vous les éditez, vous les développez. Donc, c'est un groupe aujourd'hui qui pèse 60, au niveau des chiffres, 60 personnes. Vous faites 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez une grosse présence à l'international, puisque 99% de votre chiffre d'affaires est réalisé à l'international. Vous avez un parcours qui est ce que moi j'appelle un parcours de démarrage pur produit régional. Vous êtes nimoise. Et puis après, vous avez fait des études ici à Montpellier, à l'université de Montpellier 2. Vous êtes d'ailleurs docteur en sciences de la Terre. Tout à fait. Hein. Et à partir de là, vous avez d'abord été étudiant-chercheur pour le groupe ELF. Et puis très vite, à l'âge de 26 ans, je crois. 26 ans, oui. 26 ans, vous créez Dexia. Donc vous pouvez nous raconter un petit peu ses débuts ? Oui, c'est vrai que le passage de l'étape étudiant à l'étape monde de l'entreprise s'est fait pour moi très vite. Je me suis intronisée PDG de ma propre société dans la foulée. En fait, tout ça s'est fait au travers du concours lancé par Claude Allègre en 1999, le premier concours d'aide à la création d'entreprises innovantes, qui s'inscrivait donc dans une démarche globale de réforme de l'éducation et de la recherche. Et voilà, moi j'étais à ce moment-là en thèse dans le groupe ELF Exploration Production, avant qu'il y ait la fusion avec Total. Et puis, dans la mesure où j'avais développé un logiciel, un prototype en fait de logiciel, qui était purement un prototype de thèse et de recherche, ses preuves, en fait, qui a fait ses preuves effectivement chez ELF. J'ai eu l'opportunité de tester ces méthodes intégrées à ce prototype rapidement sur des champs stratégiques de ELF, en apportant une plus-value certaine, on va la qualifier comme ça. Et effectivement, il était intéressant de voir dans quelle mesure il y avait un projet d'entreprise potentiel derrière. Et c'est comme cela que j'ai concouru à ce concours-là. Alors, en dehors de la connaissance, en dehors de votre travail de recherche, comment on démarre une entreprise de logiciel alors, dans le monde du pétrole, au départ de Montpellier? Pas dire que ce soit une région d'ailleurs où on peut avoir des idées, mais pas forcément du pétrole. Oui. Comment se sont passés les débuts au niveau de l'amorçage? Vous avez été aidé? Oui, tout à fait. Donc il y a eu plusieurs phases, effectivement, toujours dans le cadre de ce concours qui, vous le savez sans doute, se fait dans deux catégories différentes. Tout d'abord en amorçage, où vous avez effectivement des financements pour vous permettre de mener à bien une étude de marché, pour tester la faisabilité de votre projet. Donc ça a été vraiment la première étape. Et puis la deuxième étape, c'est vraiment la catégorie dite de création-développement que nous avons là encore gagné l'année suivante, en 2000, et qui nous a vraiment permis de démarrer l'activité sur la base de subventions, en l'occurrence régionales. Et donc, dans ces années 2000, puisque nous avons démarré l'activité de Dexia en novembre 2000, c'était le plein boom de la bulle Internet. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, dans la mesure où nous sommes effectivement d'abord des créateurs de logiciels, on a une masse salariale importante côté ingénieur informatique. Recherche, en fait. Recherche, mais vraiment informaticien aussi pur. Et eh bien, on s'est dit qu'effectivement, aller se confronter au marché parisien en démarrant de rien. Oui, il y avait du monde déjà sur la place. Oui, il y avait du monde sur la place. Et puis, aller effectivement être en compétition avec des niveaux salariaux parisiens, c'était difficile pour nous. Donc, à la fois, effectivement, il y avait le choix du cœur, définitivement. C'était mon pays, mes racines. C'était très bien comme ça. Et puis, il y a eu aussi la raison économique qui a fait que le démarrage sur Montpellier s'est imposé à nous avec Karine Courbaille, mon associé. Donc, au départ, vous êtes hébergé à Cap Alpha. Vous avez des banquiers régionaux aussi qui vous soutiennent. Donc, ça, c'est bien pour vous, en fait. Donc, en fonds d'amorçage, oui. Voilà, donc finalement aujourd'hui ces investisseurs doivent être contents puisque en juin dernier vous avez revendu votre groupe donc à Schlumberger, donc un groupe mondial, 82 000 personnes dans le monde, donc 100 pays différents. Voilà, donc ça s'est passé comment? C'est un aboutissement pour vous? C'est une continuité. Oui. C'est une continuité Qu'est-ce que logique. ça vous amène concrètement aujourd'hui d'être adossé à ce groupe? Ça nous amène plus de sérénité, plus de confort, définitivement, beaucoup plus de technologie aussi. Puisqu'on est sur un marché particulièrement innovant. Oui. Et c'est vrai que c'est compliqué. On a réussi
malgré tout le tour de force d'Antexia d'arriver à faire venir des cerveaux, comme on dit chez nous à Texia à Montpellier. Donc on avait 16 nationalités différentes qui représentaient les salariés de Texia juste avant d'être vendus. Donc cette ou pluriculturalité est quand même fondamentale pour le succès de notre entreprise. Mais malgré tout, c'est compliqué, il y a vraiment beaucoup de niches, de domaines de niches, d'expertise qui étaient compliqués à combler. Et aujourd'hui, chez Schlumberger, on est entouré d'experts. Et donc, pour compléter, continuer à faire avancer nos produits, avec vraiment, en s'appuyant sur cette technologie-là, eh bien forcément, c'est idéal. Alors, vous m'avez dit en préparant cette émission que vous aviez un petit regret par rapport je dirais, à ce que vous attendiez en termes de réception au niveau local, au niveau des élus. Vous avez été un petit peu déçu du fait qu'ils ne prennent pas conscience de l'importance de cette opération. Alors ça plus que déçu, je dirais surprise ou interrogative, dans la mesure où effectivement je n'attends rien aujourd'hui de la région. On a un marché international, aujourd'hui on est adossé à un grand groupe qui fait plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Néanmoins, je reste... Là, je prends ma casquette de Montpelliéraine ou de Languedocienne pour le coup. Et c'est vrai que je reste interrogative sur le fait qu'on puisse avoir l'ambition de mener le Languedoc-Roussillon à un niveau national important, à faire devenir peut-être 4e, 5e région française. C'est bien d'avoir de l'ambition. Faut-il s'en donner les moyens, me semble-t-il. Et c'est vrai que j'ai été surprise qu'aucun de nos élus ne perçoive l'enjeu économique. Voilà. De ce qu'est-ce que vous pourriez leur proposer finalement? Quel est l'appel que vous pourriez leur lancer aujourd'hui, puisque certains vont regarder Décideur? Qu'ils fassent ce que bon leur semble, tout d'abord. C'est à eux de voir. Mais il me semble qu'il serait intéressant de pérenniser certaines collaborations déjà que Texia avait mises en place. Je pense notamment à une participation à des fonds d'amorçage comme Créalia, des fonds d'investissement qui sont quand même importants pour continuer la dynamique d'amorçage de jeunes pousses ou sociétés innovantes sur ce tissu économique. Et puis, au-delà de ça, il y a également des partenariats avec la recherche montpelliéraine. Donc il y a des ponts possibles, il y a des développements possibles. Il y a du recrutement, il y a des développements possibles, bien sûr. D'accord, très bien. Très bien. Alors tout à l'heure, vous parliez justement de la typicité de votre groupe avec les différentes nationalités. Comment on crée du lien quand il y a 16 nationalités différentes qui travaillent dans un groupe comme le vôtre? C'est une très bonne question. C'est tout l'enjeu du manager, en fait. Effectivement, d'arriver à créer tout le potentiel que cette multiculturalité vous apporte. C'est extrêmement... ça bouillonne d'idées sans arrêt et c'est vrai qu'on se nourrit de cela au quotidien. Après, l'enjeu du manager, c'est effectivement de définir une ligne directrice efficace et claire pour que tout le monde s'y retrouve et que la communication se fasse du mieux possible. J'espère qu'on y est arrivé. Et alors, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait sur je dirais la présence aujourd'hui forte, puisque maintenant ça fait partie de Schlumberger, qu'est-ce que ça amène comme changement au sein de l'entreprise pour vous en tant que manager, puisqu'aujourd'hui vous êtes le manager, mais vous n'êtes plus actionnaire. Donc, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Qu'est-ce que ça a changé pour vos équipes? Et comment vous vivez ça? Parce que c'est en juin, donc aujourd'hui vous avez un certain recul. Tout à fait. Encore une fois, j'employais le mot tout à l'heure de continuité. Je vis ça comme une continuité parce qu'il n'y a pas eu de rupture du tout. Et on travaille peut-être encore plus qu'avant parce que non seulement Schlumberger nous laisse les rênes aujourd'hui et beaucoup d'autonomie et d'indépendance pour continuer à gérer Texia comme nous l'entendons, bien entendu. Nous sommes devenus un centre d'excellence pétrophysique à l'échelle mondiale. Et c'est vrai que le groupe Schlumberger nous donne beaucoup d'autonomie. Et donc finalement, il n'y a que du positif. Il y a beaucoup de positifs. Le négatif aujourd'hui, on ne le perçoit pas, puisque même au niveau salarial, je pense qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles avec des réajustements sur des grilles de salaire qui sont non négligeables. Le choix du groupe, c'est de toujours laisser Texia quand même à Montpellier? Oui, pérennité. Il n'y a pas de possibilité qu'ils vous disent demain Il y aura bien entendu des mouvements, puisque c'est intrinsèque à la politique RH de Schlumberger que de faire bouger ses salariés. Maintenant, il y a une vraie politique de pérennisation de Texia, ou en tout cas du pôle de développement montpelliérain pour le groupe Schlumberger à Montpellier. C'était une condition que vous aviez donnée? Absolument. D'accord. Absolument. On voit toujours votre implication régionale. Ah oui, définitivement. Alors,
on parle aussi de crise, donc finalement vous réalisez cette opération en pleine période de crise. Effectivement, aujourd'hui, on pourrait s'attendre à ce que le monde pétrolier soit un petit peu en turbulence, le secteur en tous les cas. Oui. Comment ça se passe concrètement pour vous? Est-ce que vous êtes un petit peu bousculé par cette crise? Alors, comme tout le monde, l'industrie pétrolière a été impactée. Vous avez suivi, je n'en doute pas, les péripéties ou les variations du baril, du prix du baril du pétrole qui a fluctué de façon à culminer jusqu'à 150 € il y a de cela 1 an et demi, en juillet 2008, et puis pour descendre finalement jusqu'à 50, pardon, j'ai dit euros, dollars. Oui, c'est vrai qu'on raisonne en dollars. 50 $. Aujourd'hui, il est en train de remonter, très clairement. Et la crise a impacté le groupe Schlumberger. Texia s'en sort plutôt bien. Parce que vous êtes dans un environnement au niveau des logiciels qui est un petit peu protégé, c'est voilà, ça? On est protégé tout simplement parce qu'à l'échelle des compagnies pétrolières, l'investissement dans du logiciel s'attache ou se raccorde à de l'investissement moyen-long terme. Et ces investissements-là, les compagnies pétrolières misent bien évidemment sur une reprise sur 2010-2011 et ne souhaitent pas louper le coche et ne souhaitent pas arrêter d'investir pour le futur. D'accord. Alors justement, en préparant l'émission, vous avez même des projets, vous m'avez dit, hein, donc vous allez recruter ici à Montpellier, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc effectivement, projets... alors faut dire ce qu'il est. Le groupe Schlumberger, effectivement, a malgré tout dégraissé comme beaucoup de grosses boîtes durant l'année 2009. Et sur les autres branches, en gros, sur les autres branches, beaucoup sur les aspects terrain que comporte cette activité-là aussi. Néanmoins, sur les activités logicielles et sur ce que l'on appelle les technologies centers, les centres technologiques de Schlumberger, eh bien, il va y avoir encore des recrutements et nous misons sur une dizaine à une quinzaine de recrutements sur l'année 2010. D'accord. Alors on l'a vu, vous avez démarré très jeune, hein. Vous êtes encore très jeune aujourd'hui, hein. On va pas dire votre âge, mais vous êtes toujours jeune. Donc ça veut dire que vous avez tout l'avenir devant vous au niveau de... Alors quand on est aujourd'hui, qu'on a revendu sa société à un groupe comme Schlumberger, comment on se projette dans l'avenir? Parce que c'est... je dirais que c'est moins clair que quand on est aux commandes, au niveau de l'actionnariat. Est-ce que vous vous voyez dans une autre vie faire autre chose? Pour l'instant, c'est un petit peu difficile de répondre à cette question de façon claire et définitive. Aujourd'hui, je souhaite passer la main dans les meilleures conditions possibles à Schlumberger. Donc à l'échelle de 2 ans, 2 à 3 ans, je ne prévois pas d'arrêter mon activité, mon implication pour que tout ce que l'on a construit vraiment tous les jours sur notre front avec toute l'équipe depuis les années 2000, eh bien, on souhaite que tout cela continue, se pérennise et qu'on aboutisse. La vente marque également est là pour atteindre nos objectifs. Notre objectif un petit peu particulier, ambitieux, était de dire qu'on allait développer le logiciel d'interprétation pétrophysique, qui sont les données acquises en puits de forage, et que ce logiciel allait devenir le leader mondial sur son marché. Ce qui est fait. Donc aujourd'hui, techniquement, nous l'avons fait. Il nous manque encore à concrétiser quand même quelque part de marché. Nous venons de conclure encore un contrat mondial avec un des 5 majors pétroliers. Après Shell, nous venons d'en conclure un autre, donc nous sommes ravis. Le groupe Schlumberger est également très, très content, je crois. Et, écoutez, je suis désolé parce qu'on finit sur une belle information. Je vous en remercie. Je vous remercie, Stéphanie Colbizet, d'être venue dans Décideurs. Et je vous dis à bientôt. Merci à vous.